Chers amis, chers camarades, je vais d'abord saluer la présence des diplomates et leur dire merci d'honorer notre congrès en étant présent. Je veux aussi saluer les partis venus de l'étranger, ceux qui ont pu venir, et ceux qui n'ont pas pu venir aussi et qui nous ont envoyé des messages. C'est très amical, très fraternel et je voudrais les saluer. Je veux évidemment saluer aussi les partis ivoiriens qui nous ont fait l'amitié de venir et d'être là, présents du début à la fin de nos travaux. Soyez remerciés et remerciez ceux qui vous ont délégués. Je veux saluer surtout aujourd'hui les chefs traditionnels de Blocos. Vous savez, l'hôtel Ivoire est construite sur la terre de Blocos. En ce moment, nous étions élèves au lycée classique ici. Il y a eu même des petits palabres. Un jour, j'ai vu Yassé Philippe qui est venu à Blocos pour parler durement parce que les gens de Blocos se plaignaient. Mais je veux les saluer de nous avoir accueillis fraternellement, de nous avoir accueillis vraiment fraternellement, surtout d'avoir donné de l'espace pour tous nos camarades qui n'avaient pas de place où aller. Je vous remercie. Il y a les chefs traditionnels de Blocos, mais parmi eux, là, assis, il y a mon ami de Bondoukou, Dagbolo Saï, premier. Je voudrais vraiment saluer sa fidélité, sa loyauté. Et cet homme-là, j'ai eu un ami comme ça. J'ai eu un ami à vie. Parce qu'il est très loyal. Il est très loyal, très fidèle. Il a mené tous les combats pour nous. Salut Dagbolo Saï premier. Dans la salle, il y a beaucoup de camarades dont je ne cite pas les noms, mais je voudrais saluer quand même le Cour Vincent, ancien ministre de l'Agriculture, du Feu Boigny, le grand frère Apete Kwasi, je voudrais le saluer, ancien ministre du Feu Boigny. Je voudrais saluer Madame Danielle Boni. Je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, mais je l'avais vue hier. Le professeur Pierre Sané, évidemment, nous l'avons vu hier. Pierre Sané, voilà.
Succès Masra du Tchad. Je voudrais saluer le camarade français Jean-Pierre Lecoq. Je voudrais saluer le Premier ministre Akengbo. Akengbo. Assedou Nguetta, je ne sais pas s'il est là, le Ghanéen qui a parlé hier. Bon, mais Kadri Tahirou du Niger. Voilà. La délégation du Burkina, la délégation du Mali, je crois que Safia Tour doit être dans la salle. Voilà. La délégation de la RDC, c'est-à-dire l'envoyé de mon ami Jean-Pierre Bemba, qui est Jacques Lungwana, et la délégation du Congo-Brazzaville, avec qui j'ai une affaire particulière, une amitié particulière. Je vous salue tous autant que vous êtes ici et je ne peux pas commencer cette allocution sans dire un mot de Sangaré Aboudraman. Je suis désolé, mais c'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de ma vie. Et le fait que Sangaré Aboudraman ne soit pas là aujourd'hui me peine. Ne m'handicape pas, parce qu'il faut toujours apprendre à vivre avec ceux qui ne sont pas... oui, sans ceux qui sont là, sans ceux qui ne sont plus là, mais ça me peine beaucoup. Ça me peine beaucoup. Et je voudrais... bon, je ne vais pas vous demander une minute de silence parce que ça c'est la rhétorique des discours, mais je pense beaucoup à lui. Je pense beaucoup à lui. Ah. On me dit que mon visage brille. Après ces salutations, donc, chers amis, je voudrais saluer d'abord et avant tout les militants de base. Les militants de base. Sans qui je ne suis rien. Sans qui je ne suis rien. Ils ont résisté. Ils ont résisté. Ils se sont battus dans les villages, dans les quartiers, pendant 10 ans. On les a gazés. Ils ont marché, mais ils sont là. Et ceux-là, je ne les oublie pas. Je ne les oublie pas. Je les salue
du plus profond de moi-même, parce que tout le combat que nous avons mené, toute la résistance que nous avons faite, c'est eux. C'est eux la résistance. C'est eux. Chers résistants, je vous salue. Je vous salue. Parce que moi, on m'a arrêté, on m'a mis en prison, mais si personne ne porte mon nom, si personne ne porte mon combat, je suis oublié. Je suis oublié là-bas. Oh, tant que dans les villages, dans les quartiers, dans les rues, dans les bureaux, il y a des gens qui portent mon nom et qui combattent pour mon retour, jamais ceux qui m'ont arrêté ne se sentiront tranquilles. Et c'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez fait. C'est pourquoi je vous remercie. C'est pourquoi je vous remercie. J'aurai le temps d'envoyer des délégations pour saluer les autorités des pays qui ont reçu les réfugiés. Ma mère même était réfugiée au Ghana. Ma maman était réfugiée au Ghana. Quand elle a senti qu'elle allait partir, qu'elle allait mourir, elle a décidé, mais clairement, de venir mourir dans son village. Donc, ma soeur qui est là a organisé le départ de maman, qui est morte à quelques kilomètres de son village. Donc, ces pays-là qui nous ont offert l'hospitalité, il faut que j'envoie des délégations, les saluer et les remercier. Au Ghana, au Togo, au Libéria, au Bénin. Bon, vous me direz quand on va en discuter, et puis nous allons envoyer des délégations dans tous ces pays. Mais en même temps, il nous faut continuer à dire au gouvernement de Côte d'Ivoire qu'il faut que nos frères exilés reviennent. Il faut qu'ils reviennent. Il faut qu'ils reviennent. Parce que, ou bien on a dépassé une difficulté, ou bien on ne l'a pas dépassée. Mais si on a dépassé la difficulté et que le problème est résolu, pourquoi accepter encore qu'il y ait des frères, des amis, des camarades en exil, dans des conditions désastreuses? Non. Faisons-les venir, madame. Je vous en parle, mais j'en ai parlé avec le président Ouattara. J'en reparlerai avec lui pour dire qu'il est temps d'ouvrir les vannes pour que tous les enfants de la Côte d'Ivoire qui le souhaitent viennent. Parce que ce n'est pas une obligation aussi d'être dans son pays. Mais tous ceux qui souhaitent
revenir dans leur pays, il faut qu'ils puissent revenir sans rien craindre de l'État. C'est un aspect de notre combat immédiat. Et nous allons continuer de le mener. Et les prisonniers. Ah, ça, les prisonniers. J'avais dit au président Ouattara, je vous l'avais dit au sortir de l'audience que nous avons eue, et je le répète, mais les gens sont allés en prison à cause de moi. À cause de moi. Moi, je suis au dehors. Eux, ils font quoi dedans? Voilà. Aujourd'hui, moi, je suis au dehors. Et ils font quoi dedans? Dedans. Ils font quoi dedans? Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont plus rien à faire en prison dès l'instant où j'ai été acquitté et libéré. Dès l'instant où j'ai été acquitté et libéré, ils n'ont plus rien à faire en prison. Je le demande. Je l'ai déjà demandé, je le redemande. Il faut que nos compatriotes qui sont en prison, qu'ils soient civils ou qu'ils soient militaires, il faut qu'ils reviennent nous retrouver au dehors. Il faut qu'ils viennent. Mais ça, ce n'est même pas un combat, c'est une logique. C'est une logique. C'est une logique. Donc, aidez-moi, mobilisez-vous pour que nous demandions tous, toujours, la libération de nos prisonniers. Je voudrais maintenant saluer les gens des diasporas. Les gens des diasporas. Les Africains et les Ivoiriens des diasporas. Nous étions à Scheveningen et on n'était pas nombreux, mais on était quand même quelques-uns. Et il y en a un qui m'a dit un jour, mais les Ivoiriens sont des durs. Hein? J'ai dit pourquoi? Il dit, mais tous les week-ends, ils sont devant la prison. C'est vrai que la diaspora africaine a beaucoup travaillé. La diaspora africaine a beaucoup travaillé à notre libération. Elle était rassemblée tous les week-ends devant la prison. Et quelquefois, quand nous devions quitter la prison pour aller au tribunal, on nous faisait faire des détours parce que les routes étaient occupées par des Africains qui étaient venus de partout. Surtout de Paris. Surtout de Paris. Surtout de Paris. Et je les salue. Je salue cette diaspora-là qui n'a pas voulu oublier et qui n'a pas oublié et qui ne nous a pas fait oublier et qui ne nous a pas fait oublier. Voilà. Parce que le pire pour un prisonnier, c'est d'être oublié. Si tu es oublié, tu es mort.
Si tu as oublié, tu es mort. Mais quand il y a des articles partout, toujours en Europe, sur le continent américain, notant que Gbagbo est en prison pour des raisons obscures, tu n'es pas oublié. Parce que les gens cherchent à réfléchir. Pourquoi dit-il pour des raisons obscures? Et les gens cherchent. Et comme le bureau du procureur lui-même nous aidait avec ses maladresses grossières, bon, ça faisait que les gens raisonnaient, les gens réfléchissaient. Une fois, on a amené un témoin de l'accusation, une dame. Elle dit, j'ai été violée. Alors, le président du tribunal lui a demandé, vous avez été violée par cet homme-là? Elle dit, non, lui, je ne le connais même pas. On dit bon. Mais c'était des choses comme ça. La cause était entendue parce qu'en droit, on cherche celui qui a posé l'acte délictueux. On cherche celui qui a posé l'acte délictueux. Comment moi, Gbagbo? On peut mettre dans mon dossier d'accusation viol. Enfin. Les Ivoiriens disent quand même, même si on dit, même si on dit. Donc, quand une cause n'est pas fondée, ce n'est pas la peine d'arrêter des gens. Et souvent, je disais à mes visiteurs, je ne suis pas un prisonnier, mais je suis un otage. Je suis un otage et je suis ici pour que d'autres puissent gouverner. Sinon, tout ce qu'on dit là, ça ne me concerne pas. Mais je suis arrivé, les juges sont arrivés au même résultat 2 fois. En 1913, non, en 2013, quand il a fallu examiner les charges pour voir si les charges pouvaient permettre d'aller à un procès, à 2 contre 1, ils ont dit non. Il n'y a pas suffisamment de charges pour aller à un procès. On dit que ça ne fait rien, quand même il faut aller. Et ça c'est vérifiable. C'est vérifiable dans les archives de la CPI. C'est vérifiable et c'est vérifié. Et puis donc voilà. Voilà.
Et à la fin, vers 2018, au dernier trimestre de 2018, il y a eu les mêmes résultats. 2 juges sur 3 ont décidé que j'étais innocent, blanchi, totalement. Donc, chers frères et sœurs, me voici devant vous. Me voici devant vous. Merci devant vous. Me voici devant vous. Nous allons reprendre ensemble notre chemin. Nous allons reprendre ensemble notre chemin. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que il y a eu beaucoup de spéculations et il y a eu beaucoup de grossièretés qui ont été dites au moment où je sortais de prison. Non, Gbagbo ne veut plus faire de politique. Non, Gbagbo va aller s'asseoir au village. Non, mais quand j'ai commencé la politique, est-ce que je leur ai demandé leur avis? Est-ce que je leur ai demandé leur avis? Même mon père et ma mère, je ne leur ai pas demandé leur avis. Mais eux, pour eux, comme c'est eux qui m'ont élevé dans un certain nombre de valeurs, pour eux, c'était tout à fait naturel que je fasse la politique. Mon père a pris sa carte de la SFIO en 1947. 1947, j'avais 2 ans. Quand mon père a pris sa carte du Parti socialiste. Mon père était arrêté à la prison d'Assabou en 1964. Il était prisonnier politique. Alors, ma soeur est là, on ne savait pas où aller. Puisque moi qui étais le plus âgé, j'avais 19 ans. Mais on a survécu à tout ça. On a survécu. Il nous fallait donc travailler pour avoir nos diplômes, pour vivre et gagner notre vie. Quand j'étais en terminale, j'ai quitté les classes un matin pour aller chercher du travail. Parce que ni moi, ni ma soeur, ni mes autres sœurs, ni mes frères, on n'avait plus un rond pour vivre. Heureusement que je n'ai pas trouvé du travail. Heureusement que je n'ai pas trouvé du travail. Et les amis à qui je me suis adressé pour m'aider, les 2 sont morts pendant que j'étais en prison. Maître Kanga, Dominique Kanga, et Auguste Denis Georges, l'ancien député de San Pedro, qui était mon voisin de dortoir. Ils m'ont tous conseillé de ne pas quitter l'école. J'ai dit, mais on va passer le bac dans quelques mois, tu vas l'avoir et tu vas avoir une bourse. Pourquoi gaspiller ta vie? Ces 2 amis-là, je pense souvent à eux.
Je pense très souvent à eux parce qu'ils m'ont aidé à garder le cap. Ils m'ont aidé à garder le cap. Ils étaient PDCI. Moi, je n'étais pas PDCI. J'étais rien puisqu'il n'y avait rien en face du pays. J'étais rien puisqu'il n'y avait rien. Mais ils se sont montrés amis. Ils se sont montrés amis à l'homme. Ils ont dit non, reste, passons le bac, tu loues. Mais ils m'ont dit, mais tu manges, on est à l'internat. On est à l'internat. Tu manges, on suit les cours, on mange. Et c'est comme ça, avec leurs conseils, progressivement, je suis allé, j'ai continué, et nous avons eu le bac, heureusement, et puis bon, le reste, ça nous suivit. Donc, les gens disent, oui, il ne va plus faire de politique. Mais pourquoi il ne veut plus faire de politique? Pourquoi vous voulez, maintenant, sur le tas, maintenant que j'ai 76 ans, m'imposer un calendrier politique dans ma vie? Moi, Babou. Je ne comprends pas les gens. Ce que vous n'avez pas fait, vous voulez le défaire. Pourquoi? L'homme qui est devant vous, là, vous ne le connaissez même pas. Et vous voulez trouver un calendrier pour lui. Pourquoi? Est-ce qu'il vous a demandé un calendrier? Est-ce qu'il vous a demandé son chemin? Il ne vous a pas dit où est le chemin de Gagnois, où est le chemin d'Azoupé. Non, il ne vous a rien demandé. Où est votre problème? Moi, je ferai la politique jusqu'à ma mort. Mais, et je le dirai à la fin de ce discours, c'est moi et moi seul qui déciderai sous quelle forme je fais la politique. Voilà. C'est moi et moi seul qui déciderai sous quelle forme je continue mon combat. Ce n'est pas le problème des autres. Ce n'est pas leur problème. Il y a des gens plus vieux que moi qui font la politique. Donc, ce débat-là, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Et surtout, je ne veux plus qu'il arrive à mes oreilles. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le problème de ceux qui le posent. Ce problème-là, ce n'est pas leur affaire. Je suis un être vivant, un être humain, et je suis entouré d'autres êtres humains qui sont des camarades, et nous sommes dans une entité appelée parti politique. Nous prenons nos décisions. Nous pouvons décider que ceci, que cela. Mais ce n'est pas les autres qui, au dehors, vont dire, bon, il faudrait qu'il aille s'asseoir au village, il faudrait que... Mais vous connaissez mon village? Vous connaissez mon village? Il y a même une espèce d'outrecuidance à dire ça. Il y a même une espèce d'outrecuidance à dire ça.
une espèce d'impolitesse à dire ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Moi, je ne suis pas en politique pour arranger certains ou déranger d'autres. Je mets sur le marché politique mes idées. Et nous sommes organisés avec des camarades, nous traitons ces idées-là, et puis bon, nous en faisons ce que nous voulons. Voilà. Depuis que je suis venu, comme je suis maintenant au chômage, je regarde souvent la télévision et depuis d'ailleurs Bruxelles, j'ai regardé souvent la télévision. C'est là que j'ai connu tous les jeunes chanteurs là. Yodé et Siro, eux, je les connaissais avant. Mais il y en a un qui est parti et ça m'a fait mal. Askeli. 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 Il m'a beaucoup aidé à Korogo, quand j'étais à Korogo. Parce qu'à Korogo, on recevait LC2, une télévision togolaise qui diffusait la musique. Un jour, je vois quelqu'un qui danse. Ma copine est pata. J'ai dit, c'est qui ça? Ah, on m'a dit, vraiment, c'est un chanteur déjanté ivoirien. Et bon, je l'ai adopté, je le regarde. Souvent, je le regardais. Et puis, là, j'avais souhaité qu'on l'invite à ce congrès pour chanter un peu comme les autres. Et puis, quelque temps avant le congrès, on me dit qu'il est décédé. C'est parce qu'il est très amusant. Il est très amusant et il est très... Donc, ça m'a aidé à découvrir même celui, le coupé. Oui, ouais, lui, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps à Bruxelles. Son coupé décalé, là, ça me plaisait, son chant. Son chant me plaisait. C'était très rythmé et voilà. Bon, donc j'ai regardé la télévision. Et puis, quelqu'un me dit, mais Gbagbo, il amène toujours des nouveaux trucs. Il était venu au temps d'Oufoué avec la démocratie. Maintenant, il vient avec panafricanisme, d'où ça sort? Mais je vais vous dire d'où ça sort. C'est Kwame Nkrumah qui a écrit l'Afrique doit s'unir. Mais il faut remarquer que c'est Kwame Nkrumah, ancien élève et étudiant aux États-Unis, qui a écrit l'Afrique doit s'unir.
Regardez un peu les États-Unis. Regardez les États-Unis. Ça fait 2 siècles qu'ils sont indépendants. Ils ont lutté dur pour leur indépendance. Au départ, ils étaient 13 États. 13. Ça vous dit rien? Non, je suis pas Daiko. Je ne suis pas mon collègue Daiko. Mais ça, c'est la CEDEAO déjà. C'est déjà la CEDEAO. Mais ils ont estimé que ce n'est pas assez. Ils se sont battus. Après la guerre de sécession, ils ont aggloméré tous les États qui, en Amérique, se formaient. Aujourd'hui, ils sont à plus de 50 États. Je crois 51. Autant que l'Afrique. Autant que l'Afrique. Est-ce que ça vous dit rien? Regardez un peu le monde et voyez quels sont les puissants. Les puissants sont les grands de taille. La Chine, les États-Unis, la Russie, le Canada, ce sont les pays qui sont, comme le disait un de mes anciens collègues président de la République, qui sont balèzes. Ouais. Mais nous, chacun veut être président dans son village. On a un petit tronçon de pays et on est président là et on est content. Mais ça ne nous donne pas l'indépendance. Ça ne nous donne pas la puissance. Je suis allé en visite officielle en Chine. J'étais arrêté à côté du président chinois et puis on jouait l'hymne national de Côte d'Ivoire et après l'hymne national chinois. Mais quelles étaient mes pensées en ce moment-là? J'ai dit, on me blague. Parce que, apparemment, nous sommes 2 chefs d'État égaux, mais c'est en apparence. Apparemment, nous avons 2 drapeaux, 2 hymnes, 2 délégations. Nous discutons, mais je ne suis rien par rapport à lui. Il faut que les Africains pensent ça. Il faut qu'ils sachent ça. Il faut qu'ils sachent ça. Quand tu vas à l'Élysée et que tu montes, le président descend les escaliers pour venir t'accueillir et que tu montes, puis la garde est là, à droite, et tu la salues, tu te prends pour un grand.
Tu te prends pour un grand. Mais est-ce que celui qui t'accueille te prend pour un grand? Et est-ce que la réalité te considère comme un grand? La réalité des faits et la réalité politique. C'est ça. Mes frères, tant que nous sommes dans des micro-États comme ça, nous ne sommes rien. C'est de là que part l'idée du panafricanisme. Ce n'est pas la peine de chercher des théories et des trucs. Il faut regarder les faits. Moi, je ne vais pas citer des pays pour ne pas être en porte-à-faux diplomatique. Avec des gens, j'ai été quand même chef d'État, mais c'est pas vrai ça. Ce n'est pas vrai. Les pays dont on parle un peu en Afrique, qui ont une petite puissance économique, c'est le Nigeria, l'Afrique du Sud, c'est l'Égypte. Donc des pays qui sont grands, un peu, par rapport à nous autres. Mais nous, là, on a le cacao. Cacao. Nous sommes les premiers producteurs de cacao. Et on se promène partout, et moi aussi. Nous sommes les premiers producteurs de cacao. San Pedro est le premier port cacaoyer du monde. Mais et puis après, vous savez, ce qui a fait le problème entre Houphouët-Boigny et la Banque mondiale à la fin de la vie d'Houphouët-Boigny, c'est qu'il a tenté de bloquer le cacao pour faire monter les coûts. Quand la Banque mondiale a vu ça, elle a diversifié. En Malaisie, elle a donné de l'argent pour qu'on développe la culture cacaoyère là-bas. Ouais, c'est pas, tu veux nous faire chanter pourquoi? Et ils ont les moyens. Et même l'Europe, qui a colonisé la plupart des pays africains. L'Europe se trouve être petite. Chaque pays d'Europe se trouve être petit aujourd'hui. Donc, dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a un processus qui a commencé et les Européens sont en train de s'agglomérer, de se regrouper. Ils ont déjà créé une monnaie unique, mais on ne crée pas une monnaie unique comme ça. C'est qu'ils s'en vont, ils avancent. Ce processus-là va aboutir à la création d'un État plus tard. Et cet État-là pourra au moins rivaliser ou bien tenir tête aux États-Unis, à la Russie, à la Chine. Voilà les blocs qui se dessinent.
Voilà le bloc qui se décide. Les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Europe. Pendant ce temps, nous, chacun met ses bras dans la poche. Il fait jouer l'hymne national chaque matin devant sa maison. Il fait flotter le drapeau sur le toit de sa maison. Et puis on est là. Non. 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 Et non. Il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Aujourd'hui, il y a l'Afrique et il y a l'Amérique latine qui sont encore fragmentés. C'est pourquoi il faut que les États africains s'unissent. C'est pourquoi il faut que le PPACI fasse appel aux autres partis progressistes pour que nous nous unissions. Il faut que nous soyons le ferment. Il faut que nous soyons le ferment de la lutte. Il y en a, j'ai écouté quelqu'un qui dit, mais Babola, quand il était président, il n'a rien fait. Mais si, j'ai commencé et puis on m'a fait la guerre. Et les gens, il y en a qui parlent comme si la guerre, ce n'était pas une réalité réelle. Mais la guerre était une réalité. Je suis le premier président de Côte d'Ivoire qui a fait élire un Ivoirien à la tête de l'OUA. Premier. C'est parce que je croyais à l'organisation panafricaine. Et je voulais qu'on y aille. Et ce secrétaire général de l'OUA, Essi Amara, notre diplomate très chevronné, a été le dernier secrétaire général de l'OUA et le premier président de la Commission de l'Union africaine. J'ai fait ça. J'ai travaillé pour que la commission cacao, qui était à Londres, vienne à Abidjan. Dano Guégué était ministre de l'Agriculture en ce moment-là. Et puis la guerre est arrivée. Je n'avais plus d'autres soucis que de mettre fin à la guerre. Pendant 10 ans, la guerre. Pendant 10 ans, je n'avais même plus de gouvernement. C'est de l'extérieur qu'on me dictait, ah bon, si tu veux avoir la paix, il faut prendre un tel comme premier ministre. Si tu veux la paix, il faut... Bon, des gens qui sont gentils, qui sont capables, qui sont compétents, qui sont bien. Mais ce n'était pas mes premiers ministres. À moi. Vous voyez? Dans la première phase, le seul premier ministre que j'ai nommé, c'était Afinguessan. Dans la deuxième phase, le deuxième premier ministre que j'ai nommé, c'est Akengbo. C'est Akengbo. Mais Akengbo, il ne s'est même pas installé au bureau. Quand la guerre est venue nous balayer tous. Voilà. Donc,
Le panafricanisme n'est pas un slogan. Le panafricanisme n'est pas un slogan. C'est une réalité. C'est une réalité. Quand vous avez une certaine taille, petite, et que vous n'avez que le cacao à proposer, vous ne vous bandez pas les muscles pour vous promener devant les gens. Parce que quand vous passez, chacun rit. On joue votre hymne, mais les gens sourient. Mais les gens sourient. C'est pourquoi, quand j'étais chef d'État, je ne demandais jamais à aller en visite officielle dans un pays développé. Parce que quand tu demandes à aller en visite, on croit que vous venez demander quelque chose. Mais j'allais là où on m'invitait. J'allais là où on m'invitait. Je suis allé en France, je crois 3 fois. C'est parce que 3 fois on m'a invité. Je suis allé en Italie, c'est parce qu'on m'a invité. Je suis allé en Chine, c'est parce qu'on m'a invité. Quand tu es à la tête d'un petit pays, qui est forcément un pays pauvre, quand tu appelles l'ambassadeur pour dire que tu veux aller en visite officielle dans son pays, la nouvelle arrive là-bas, les gens croient que tu viens demander quelque chose. Non. Non. Il faut se débrouiller. C'est pourquoi nous avons fait le budget sécurisé. Nous avons fait le budget sécurisé. Ça veut dire que ce qu'on gagne, c'est ça qu'on mange. C'est ça le budget sécurisé. Pour parler comme à Yopougon chez nous. Vous parlez comme à Yopougon chez nous. C'est-à-dire, ce que nous gagnons, c'est ce que nous dépensons. Je ne sais plus comment c'est maintenant, mais à l'époque, nous dépensions 100 milliards par mois pour les salaires des fonctionnaires. On les avait. Et on les sécurisait. Et puis les autres dépenses de l'État. Bon. Mais on avait ce qu'il nous fallait pour faire face aux dépenses de l'État. Et je me faisais un orgueil de faire les dépenses incontournables de l'État sur ce que nous gagnions. J'ai commencé à construire Yamoussoukro. Mais en construisant Yamoussoukro, le palais de l'Assemblée nationale devait nous être livré en 2012. On m'a arrêté en 2011. Le palais est toujours tel qu'il est. La présidente de la République est là, mais c'est pas grave, je ne suis pas là pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est que sur ça, je n'ai pas emprunté un franc. C'est notre capital. Et c'est peut-être ce qu'on me reproche de taper mon patrie. C'est notre capital.
notre Assemblée nationale, notre président de la République, je n'emprunte pas l'argent pour ça. Là où on a emprunté, c'est pour arriver à Yamoussoukro. Parce que il y avait l'autoroute qui s'arrêtait à Saint-Grobo. Donc, j'ai emprunté de l'argent aux Arabes. Et nous avons achevé l'autoroute jusqu'à Yamoussoukro. Alors, chers amis, nous avons créé le PPA-CI, notre parti. Ce n'est pas la peine de revenir sur les raisons qui nous ont poussés à venir créer notre parti parce que il y a des polémiques qui sont souvent inutiles. Quand il faut polémiquer, je suis capable de le faire. Mais quand la polémique est stérile et qu'elle n'apporte rien au débat national, ce n'est pas la peine. Nous avons travaillé, nous avons élu Madame Agomat, elle est juriste, elle a travaillé avec moi depuis longtemps. Elle était adjointe. D'abord, elle est professeure de droit, de droit privé. Elle a travaillé comme secrétaire générale adjointe du gouvernement. Ensuite, elle a été élue députée de Béderville et elle a été vice-présidente de l'Assemblée nationale. C'est une dame que je connais bien et que j'aime bien et je lui fais confiance. Je lui fais confiance parce que je sais qu'elle est sans complaisance. Quant à moi, vous m'avez élu président du parti. Je vous remercie. Je vous remercie énormément. Mais ce que je voulais dire, j'ai déjà dit que ça n'appartient à personne d'autre de me fixer le terme de ma carrière. Ça m'appartient à moi. À moi seul, à moi et à mes camarades. Donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, maintenant, c'est que nous avons eu des déboires dans le passé parce que j'ai quitté la tête du parti en 2001, comme la Constitution le prévoyait. Mais il n'y a pas eu de préparation pour la passation de pouvoir. Il n'y a pas eu de préparation. Et ça nous a conduit à la catastrophe
où nous avons été. Des gens ont été comment dire ça? Les gens, on leur a mis des choses dans la tête. On leur a mis dans la tête que les oreilles pouvaient être plus grandes que la tête. Mais c'est comme ça nous sommes créés. Les oreilles n'arrivent jamais à être plus grandes que la tête. Sinon tu es un monstre. Si tes oreilles sont plus grandes que ta tête, tu es un monstre. Voilà. Donc, il faut préparer le retrait des aînés. Ce sont des choses qui se préparent. La structure du parti que j'ai voulu, que je vous ai proposée, c'est une structure pour préparer mon retrait. C'est une structure pour que demain, je puisse m'en aller tranquillement dans mon village, sans regret. C'est une structure pour que le parti lui-même puisse avoir l'œil sur celui qui le dirige. J'ai travaillé des mois et des mois à ça. Depuis ma libération de la haie, depuis que j'étais à Bruxelles, depuis que je suis venu en Côte d'Ivoire, je travaille à ça. Comment partir demain sans causer des dommages à notre instrument de combat? Car il faut un instrument de combat. Il faut que nous ayons toujours notre instrument de combat. Mais comment ne pas le briser? Comme nous l'avons brisé pour la première fois. C'est pourquoi j'ai fait quelques aménagements là-dedans. Mais, chers camarades, chers amis, mon ambition aujourd'hui, c'est de partir. C'est de partir. Pas de partir pour vous abandonner. Moi, je serai toujours un militant de notre parti. Un militant de base. Un militant. Or, moi, je n'ai plus besoin de faire des démonstrations. Je n'ai plus besoin de démontrer que je peux diriger un parti, je ne peux pas diriger un parti, je peux diriger un État. J'ai dirigé un parti, j'ai dirigé un État. Bon, qu'est-ce que je cherche? Je suis là. Si les circonstances imposent, De Gaulle n'a pas décidé d'être chef d'État au départ. C'est les circonstances de la défaite en 1940. Mon père faisait partie des soldats qui ont été battus. Mon père, il se battait en Normandie. Mon père. Et il est mort avec la cicatrice d'un éclat d'obus sur le bras. Mais De Gaulle n'avait pas décidé d'être président de la République.
Donc s'il y a des circonstances comme ça qui font que quelqu'un devient président, il devient président. Mais à cet âge-ci, après ce parcours-là, la sagesse, c'est de se préparer à partir. C'est ça la sagesse. Mais j'ai décidé que je ne partirai pas brusquement. Parce que je l'avais fait une première fois et ça ne nous a pas réussi. Voilà. Donc, la sagesse est de se préparer à partir. Donc, je partirai. Mais il faut que vous sachiez que je suis avec vous. Que je suis avec vous toujours. Jusqu'à ce que mes yeux se ferment. Mais les combats qu'il y a à mener, on les mènera ensemble. On les mènera toujours. Mais je ne laisse à personne le souhait de décider de quand je dois partir. Oh, vous savez, vous êtes assis là comme ça. Il y en a qui pensent, mais Gbagbo, là, il a été condamné à 20 ans. Donc, même s'il est élu, on va lui interdire d'être président. Je sais ça. Je sais ça. Et je sais que beaucoup pensent ça aussi. Mais ce n'est pas mon problème. Une condamnation que je récuse, que je ne reconnais pas, n'est pas mon problème. À plus forte raison, ses conséquences. Et même si demain, on me dit, tu n'es pas président à cause de cette fausse condamnation, il faut que le parti soit en capacité de continuer sa route. C'est cette capacité-là que je vous donne avec ce nouveau statut. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.